Bonjour mesdames et messieurs, on est aujourd'hui avec Dr Yves Ekwe Amaezo. Il est le directeur du think tank Afrocentricity. Bonjour docteur. Muso dembe muso sige ka sige karo kononton aye debera ka boyato badwabu abe mogomina katime badwabu ka. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Bonjour, monsieur Iboussi. Par rapport à la situation de la CEDEAO, le Niger et les pays qui veulent aider le Niger en cas de guerre, dernièrement, on a assisté à un coup d'État, c'est ça, on peut appeler cela un coup d'État, parce que certains parlent de tentative de coup d'État. On a vu que la CEDEAO a décidé dernièrement d'envoyer ses troupes au Niger pour y faire la guerre. Et il y a certains pays tels que le Mali et le Burkina Faso qui ont fait savoir que si le Niger était attaqué, c'est comme si eux étaient attaqués. On voulait savoir ce que vous en pensiez. D'accord. Écoutez, j'aime les choses qui sont exactes. Oui. La position officielle de la CEDEAO n'est pas la position qui a été dite par le président du Nigeria, M. Tinubu. C'est M. Tinubu qui, bien avant le coup d'État au Niger, avait dit qu'il allait tout faire pour qu'il n'y ait plus de coup d'État et qu'il allait promouvoir la démocratie en Afrique de l'Ouest. Mais le problème des chefs d'État africains en général, CEDEAO, l'Afrique de l'Ouest en particulier, c'est que ce sont des spécialistes de mettre la charrue avant les bœufs. Et dans le cas africain, ils mettent même plusieurs charrues et il n'y a même pas de bœuf, il n'y en a qu'un seul. Et je peux vous donner 2 exemples. Un, la zone de libre-échange africaine. Tout le monde a fait le bruit, tout le monde a signé. Vous-même, vous voyez, quand nous passons d'une frontière à l'autre, où est-ce qu'on en est. Ce n'est pas différent de ce qui a été dit pour l'histoire de « on ne veut plus de coup d'État », alors que quand on parle de coup d'État, il faut être précis. Il s'agit pour un pays d'être indépendant et d'être souverain. L'indépendance des années 60 sont des indépendances soit factices, soit juridiques. Dans tous les cas de figure, les 2 éléments qui permettent l'indépendance, c'est-à-dire votre souveraineté territoriale dans vos frontières et votre souveraineté financière, monétaire et bancaire ne sont pas au rendez-vous. À partir de là, dites ce que vous voulez, mettez le mot que vous voulez, cette Afrique a besoin soit d'une 2e indépendance, ou ce que les gens appellent aujourd'hui la vraie indépendance, ou l'indépendance totale. Moi, je préfère appeler ça tout simplement la souveraineté. Si ce que je dis n'est pas exact, il faut que les Africains arrêtent de penser toujours Afrique et se mettent par exemple dans la peau d'un président français, un président américain, un président allemand, un président chinois, un président russe. Est-ce que ces pays ne sont pas là pour s'organiser, pour défendre leur souveraineté? La réponse est oui. Par tous les moyens, la réponse est oui. Alors pourquoi, dès qu'il s'agit d'Afrique, et plus particulièrement de l'Afrique francophone, alors là, la notion de souveraineté disparaît et on vient nous parler de démocratie. Pourtant, c'est la France qui a soutenu le Tchad. C'est une forme de démocratie. C'est la France qui a soutenu le Rwanda. C'est une forme de démocratie. C'est la France qui soutient le Congo de M. Sassou, Brazzaville. C'est aussi une forme de démocratie. Vous voyez, la déclinaison de démocratie, et je ne parle même pas du cas du Togo, qui est dans son 5e mandat, on nous parle toujours de démocratie. Je ne parle pas d'Alassane Ouattara qui fait son 3e mandat, il parle toujours de démocratie. Et Tinubu lui-même, pour ne pas dire président du Ghana, on peut discuter si les élections ont été acceptées par la Cour constitutionnelle dans les conditions normales et surtout si les opposants sont d'accord. Président du Nigeria. Donc, tout ça pour vous dire, Tinubu, Nigeria. Nigeria, oui. Tinubu, oui. Tinubu pour le Nigeria et
je parlais aussi du cas du Ghana, des deux en fait. Dans les deux cas, il y a des discussions sur le fait comment ils ont obtenu leur poste de président. Tout ça pour vous dire qu'il ne s'agit pas de juger, il s'agit de dire que la déclinaison de ce mot démocratie est telle que je ne vois pas pourquoi c'est un étranger, donc non africain, qui va venir en faire la définition aux Africains. Alors je laisse tomber le mot démocratie et je vais vers la souveraineté. Alors si vous recherchez la souveraineté et que vous devez les deux piliers, je le rappelle, le territoire et bien sûr la monnaie et l'argent, et que vous ne l'avez pas, il n'y a pas de discussion en principe sur les moyens que vous utilisez pour l'obtenir. D'accord. Vous voyez? Mais à votre question, je vais y répondre. Je voulais clarifier d'abord ça parce que c'est très important. Donc la CEDEAO n'a pas dit qu'elle faisait la guerre aujourd'hui. La CEDEAO a dit qu'en dernier ressort, elle allait faire la guerre. C'est ce qu'elle a dit. Par contre, elle a mis des sanctions qui sont pour le moment illégales. Et il faudrait que le Niger et d'autres pays puissent attaquer ces sanctions, comme ça a été dans le cas du Mali, et quelques mois après, écoutez, l'UMOA et puis d'autres structures vont montrer que c'était illégal. Mais le problème se pose de savoir ceux-là même qui posent le problème et qui disent qu'il faut intervenir et qui sont extérieurs à l'Afrique, je pense à la France, je pense aux États-Unis et je pense à d'autres. La question est de savoir qu'est-ce qu'ils font en Afrique avec des bases militaires. C'est ça la vraie question. Et si vous le liez à la souveraineté, ça pose un problème. Est-ce que nos dirigeants, certains dirigeants ont sous-traité leur défense territoriale, leur défense monétaire à ces pays-là? On pourra en débattre plus tard. Pour le moment, nous posons des questions pour que tout soit clair. Vous voyez? Donc oui, la CEDEAO a dit qu'elle va certainement, en cas où rien ne se fait, intervenir militairement. Sauf que, je vous ai dit au début, mettre la charrue avant les bœufs. Dès lors qu'ils ont dit ça, qui va y aller? Qui va payer? Quand est-ce qu'on va y aller? Comment on va y aller? Et on a un autre problème. La CEDEAO n'est pas au complet. Les pays qui, entre guillemets, sont sous sanction ou sous transition, ils ne sont pas membres. Ce qui pose d'ailleurs un problème tout simplement. Quelle est la valeur d'une CEDEAO qui n'est pas au complet? Comment se fait le quorum? Vous voyez, il y a toutes ces questions que les gens mettent de côté. Maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que les Africains, que ce soit l'Union africaine, qui d'ailleurs vient de prendre une position qu'elle ne veut plus de cette guerre, mais qu'elle veut plutôt de passer par des moyens diplomatiques. Le Conseil de paix. Notamment le Conseil. Tout à fait. Mais laissons ça de côté, allons au fond du dossier. Cette Union africaine, on dit, est-ce qu'elle est africaine quand elle est financée à plus de 80-83% par l'Union européenne? La CEDEAO, est-ce qu'elle est CEDEAO, donc Afrique de l'Ouest, si une bonne partie de ses activités, et éventuellement cette guerre dont elle parle, pourrait être financée par des forces ou des puissances extérieures à l'Afrique? Vous voyez le problème de fond? Moi, je vois. Et est-ce que c'est pas peut-être que l'argent n'est pas arrivé justement dans les temps et en heure, comme l'avaient espéré les chefs d'État, que la réunion des chefs d'État-major a été repoussée et se discute. Donc c'est pour un problème d'argent. C'est ça. Donc c'est pour un problème d'argent en fait. Alors moi, je suis très enclin à aller vers ce côté-là, puisque les Africains ont pour habitude de lancer des grandes idées et ensuite d'aller chercher l'argent. Et généralement, ce n'est pas chez eux. Ils vont le chercher à l'extérieur et après ils disent qu'ils complètent. Et c'est pas un projet, c'est pas deux projets, c'est plusieurs projets dans lesquels j'ai participé ou j'ai agi. J'ai vu que voilà comment fonctionnent la plupart de nos chefs d'État. Je ne dis pas tous, mais une grande partie de ces chefs d'État. Une grande partie. Il y a des pays, je crois même que l'ancien Premier ministre de Niger, en présentant la partie économique de son budget du Niger, je crois même que c'est une chaîne française, a fait comprendre qu'en gros, le budget du Niger, budget qui vient de la poche du Niger, ne devait pas dépasser 5 à 6 mois de l'année. Et que la deuxième partie de l'année est financée par les partenaires étrangers, ou en tout cas extérieurs. Ça pose un problème de souveraineté. Un grand problème. Eh oui, ça pose un problème de souveraineté. Alors, qui c'est qui finance ça? Et celui qui finance, on le sait, les États-Unis ont dit, c'est celui qui paye, qui décide. Donc, ça veut dire que pendant les 6 premiers mois, le Niger décide, et les deuxièmes 6 prochains mois jusqu'en décembre, c'est quelqu'un d'autre. C'est qui ce quelqu'un d'autre? Il décide sur quoi? Sur le prix de l'uranium. Vous voyez? Donc, ça, c'était pour votre question. Maintenant, sur le fond,
est-ce que des pays enclavés, Niger, Mali, Burkina, alors que c'est interdit par les Nations Unies, on peut les agresser? Est-ce qu'on peut les agresser? Non, c'est illégal. Est-ce que sans décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, on peut aller en guerre? La réponse est non. Est-ce que si on va jusqu'au Conseil de sécurité, à supposer qu'un président de l'Afrique de l'Ouest écrive et demande qu'il y ait une réunion du Conseil de sécurité, est-ce que vous pensez que le Conseil de sécurité va dire oui pour une guerre? La réponse est non. Vous savez pourquoi? Parce que la Chine, parce que la Russie mettront leur veto. C'est clair. Voilà là où ça se passe. Voilà là où ça se passe. Alors, si tout ça, on aboutit à un non, et qu'en plus, je vous dis, il y a le volet financier, certainement que l'argent n'arrive pas ou n'arrive pas suffisamment, et qu'on veut faire mourir des Africains, et non pas justement ceux qui sont derrière et qui tirent les ficelles, ben vous comprenez que les chefs d'État, ça ne les dérange pas non plus de revenir en arrière, de temporiser, voire tout simplement... Mais on a vu le président Alassane... Oui, mais on a vu le président Alassane qui était très incisif. Le président Alassane était très incisif. Il a dit de manière très claire qu'il allait envoyer des troupes. Et dernièrement, on a vu le Sénégal aussi qui a fait savoir que les troupes sénégalaises qui étaient dans la MINUSMA devaient se déployer à Thiès. Alors, les présidents ont le droit de déplacer leurs troupes, ce sont les chefs de l'armée. Maintenant, je vous dis, le problème est de savoir, même s'il a dit qu'il allait budgétiser, qu'il allait mettre l'argent, le problème est de savoir, vous savez, cet argent, s'il va pour la guerre, ça ne va pas aux Ivoiriens. Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Donc, si les Ivoiriens pensent que c'est bien de prendre l'argent pour aller faire une guerre contre des États enclavés, pauvres pour la plupart, qui ont d'autres soucis, d'autres problèmes, et que les gens qui disent ça, en pensant à Alassane Ouattara, qui est dans son 3e mandat, on peut discuter des conditions dans lesquelles soit. Macky Sall, qui a essayé le 3e mandat, ce n'est pas tout à fait passé. Tous ces éléments-là ensemble, je ne suis pas sûr que leur légitimité au niveau de leur peuple va continuer. Donc vous voyez bien qu'il faut poser la question au fond. Le problème de fond, c'est que ceux-là qui tirent les ficelles derrière, nous n'avons pas suffisamment de transparence en Afrique. Il faut que les choses se disent. Et malheureusement, pour diverses raisons, et généralement on fait pression sur les journalistes, ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas ou ils n'osent pas dire ce qui se passe en réalité. Mais de toute façon, quelle que soit la position dite que vous venez de citer de Alassane Ouattara, moi je vous dis, il y a sa position en tant que personne qui travaille et qui agit en suivant, disons poli, les recommandations françaises, et puis aussi l'Africain. Ah oui, il ne faut pas oublier. C'est un Burkinabé, pays enclavé, avant de devenir un Ivoirien. Et oui. Et je viens d'entendre que le bon Dieu est intervenu et il y a une sorte de mini raz de marée qui a mis par terre pratiquement une grande partie de Grand Bassam. Ça suppose beaucoup d'argent pour remettre les choses en place, puisque la plupart des gens n'étaient pas assurés. Donc, est-ce qu'il s'agit de ça s'est passé il n'y a pas longtemps, c'est ça? Sinistré, ou bien il faut faire la guerre. Vous voyez, tous ces éléments font que je pense que la décision va aller beaucoup plus vers la diplomatie. D'accord. Mais est-ce que vous comprenez, docteur, est-ce que vous comprenez la position du Mali et du Burkina Faso qui disent, bon, si le Niger est attaqué, nous aussi on est attaqué. Est-ce que vous comprenez cela? La position du Mali et du Burkina sont très cohérentes. Je vais vous dire la raison pour laquelle c'est cohérent. Pour beaucoup de gens, ce n'est pas cohérent parce que les gens cherchent le mot démocratie. Moi, je ne cherche pas le mot démocratie. Je cherche le mot souveraineté. Et je reviens à ce que je vous ai dit au départ. Est-ce que le Mali se bat pour la souveraineté de son territoire? La réponse est oui. Est-ce que le Burkina se bat pour la souveraineté de son territoire? La réponse est oui. Deuxième partie. Est-ce que le Mali se bat pour la souveraineté financière, économique et monétaire pour que ces transactions, quand elle fait ce qu'elle a envie de faire, en tant qu'État, en tant que nation, elle ne soit pas obligée d'attendre que le Trésor français, à travers le franc CFA, à travers la Banque centrale, dise oui, je veux convertir ton franc CFA en une devise. C'est ça la souveraineté. Donc oui, ils sont obligés de le faire. Maintenant, il y a d'autres moyens, chacun cherche ses moyens. Si ces deux éléments ne sont pas remplis, le Mali doit le faire. Maintenant, c'est ce qui vient d'arriver au Niger. Donc, si on laisse faire au Niger et qu'on retourne à une forme de servitude, voire de l'esclavage, voire de recolonisation, en définition, après le Niger, c'est le Mali. Je vous ferai remarquer qu'aujourd'hui, la guerre telle qu'on le dit ne sera pas possible. Pas possible. Ce qui est possible, ce sont des interventions ponctuelles. On vient, on bombarde tout et on s'en va.
C'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le président Bazoum, l'ex-président Bazoum, est tenu en otage. Parce que dès lors qu'ils vont le libérer, ils vont bombarder tout là-bas. Ouais, n'oubliez jamais que c'est la France, avec ses acolytes, qui ont bombardé la présidence de Laurent Gbagbo, un président ivoirien. N'oubliez jamais cela. Vous voyez, tout le monde fait du silence, mais n'oubliez jamais. N'oubliez jamais que c'est la France, avec d'autres, dans le cas de l'OTAN, qui sont allés à l'ONU demander une décision du Conseil de sécurité et qui ont trafiqué, je dis bien le mot trafiqué, parce qu'il s'agit d'une interprétation de la décision du Conseil de sécurité pour aller attaquer et plus tard tuer le Kadhafi en Libye. Et de là, on a tout le problème du Sahel qui concerne le Mali. Donc si vous mettez tout ça en perspective, vous vous posez la question, mais s'ils ont pu faire ce qu'ils ont fait à Kadhafi, et qu'ils sont en train de planifier de faire la même chose au Niger, mais qui est le prochain sur la liste? Le Burkina, le Mali. Donc le Mali n'a aucun intérêt, à laisser faire, tout intérêt à trouver un partenaire qui puisse tenir tête à ces gens-là. Je pense que la Russie, voire même la Chine, qui mettent le veto, seront cohérents, et je crois même qu'ils ont fait des déclarations dans ce sens. Et enfin, ce que oublie le monde français et le monde occidental en général, parce qu'ils sont souvent des gens qui préfèrent ce qu'ils disent laïcité, mais en réalité ce sont des athées. Ce sont des gens qui... Dieu n'existe pas dans leur système en tant que tel, ils se prennent eux-mêmes pour Dieu. À partir de là, ils oublient les forces religieuses africaines. Ils peuvent les nier, ils peuvent ne pas y croire, mais ces forces religieuses existent. Et je vous rappelle d'ailleurs que pour ce qui est du tracé colonial entre le Niger et le Nigeria, c'est un trait qu'on a fait avec une règle. On remonte à des années en arrière. Et rappelez-vous, c'est les Aoussa d'un côté, c'est les Aoussa de l'autre. Vous allez voir des Aoussa se faire la guerre, vous allez voir des Peuls se faire la guerre entre eux, vous allez voir des Soussous se faire la guerre entre eux, ce n'est pas possible. À cause d'un trait qu'a tracé un colon il y a quelques années, en arrière, c'est ça qu'ils ont oublié. Donc ce mélange de ces trois éléments font aujourd'hui qu'il y a une prise de conscience terrible, d'abord des dirigeants, mais aussi des populations. Maintenant, il y a des dirigeants qui sont en otage. Il y a des dirigeants qui sont des traîtres. Je ne mettrai pas de nom, chacun pourra y mettre. Maintenant, il va falloir les convaincre de changer de position. S'ils ne veulent pas changer de position, écoutez, par définition, il va falloir les remplacer. Et c'est dans cette logique de souveraineté que le Niger a agi. Il n'est pas question ici de défendre un coup d'État en tant que tel. D'autant plus qu'il y a un coup d'État militaire, il y a un coup d'État constitutionnel. Laissez tomber le mot coup d'État, revenez sur la souveraineté. Si vous devez être esclave, et qu'on vous dit que dans votre esclavage, la démocratie doit primer, posez-vous des questions si vous êtes tout simplement normal. C'est ça le problème de fond. Mais si vous êtes souverain, alors oui, vous choisissez toutes les formes de démocratie qui vous arrangent. Au début de cette discussion, on a expliqué que, écoutez, je ne critique pas, mais je constate qu'il y a une démocratie du Tchad, du Rwanda, du Sénégal, etc. Mais docteur, vous pensez aujourd'hui que si le Mali et le Burkina se mettaient ensemble et essaient de soutenir le Niger, pensez-vous qu'en cas de guerre, ils pourront faire le poids? Mais là encore, vous ne maîtrisez pas la géopolitique aujourd'hui. Vous êtes encore dans ce qu'on appelle l'État-nation. Vous pensez que le Mali, c'est le Mali? Vous pensez que le Burkina, c'est le Burkina? Non. Nous sommes, depuis, pas vous dire la vérité, 1971, le jour où Nixon, le président américain, a décidé qu'il ne veut plus la convertibilité du dollar, la devise dollar, en or, nous sommes en guerre. Mais dites ça à un Africain, il ne va pas comprendre. Nous sommes en guerre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pour un État, les États-Unis, mais d'autres, l'euro, le pound, la livre de sterling des Anglais, qui sont les principaux utilisés dans le commerce international, à en fait ponctionner sur votre richesse. Et donc, il y a une guerre de refuser cette ponction. On ne va pas aller dans le détail économique maintenant, mais je vous donne les grandes lignes. On va faire une émission dessus plus tard. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais des gens se sont révoltés. C'est la Chine avec le yuan. Et ils ont mis des sanctions. Mais des gens ont dit, mais sanctions, pas sanctions, nous, on va continuer à commercer, à échanger. C'est le rouble. Et maintenant, l'Arabie Saoudite qui veut rentrer dans les BRICS, si vous suivez bien l'actualité. Bien sûr. Posez-vous la question, pourquoi autant de gens veulent rentrer dans le BRICS? C'est que les gens en ont. Mais personne ne veut plus de la dollarisation. Et regardez ce qui se passe en Argentine, qui a suivi la dollarisation à l'extrême. Et regardez le résultat. Un pays qui est extrêmement riche, mais qui a des grandes... D'accord, mais est-ce que nous faisons le poids? Est-ce que nous faisons le poids? C'est ça, en fait. Mais oui, mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Je sers de vous expliquer.
le poids n'existe plus tel que vous le pensez. Vous êtes dans une constellation, disons, de grands ensembles. Le Mali, le Burkina, demain le Niger et bien d'autres encore vont être dans le BRICS. Et donc vont avoir des partenaires stratégiques dans le BRICS. Dans tel domaine, ça va être la Russie. Dans tel domaine, ça va être la Chine. Dans tel domaine, ça va être un tel. Mais si on touche à un seul membre, tous les autres membres vont se lever. C'est ça la situation. Quand je vous dis tout à l'heure que quand il y a un problème avec le Mali, ou le Niger, ou le Burkina, et que ça va au Conseil de sécurité, pourquoi vous voulez que la Russie et la Chine mettent le veto? C'est pas leur pays. C'est vrai. Le Mali n'est pas leur pays. Alors posez-vous la question. Vous êtes dans une constellation régionale, pour ne pas dire géostratégique. C'est la raison pour laquelle hier on a vu un communiqué, un tweet du président malien qui a fait savoir qu'il a eu un entretien avec le président russe Vladimir Poutine et qu'ils étaient tous les deux en phase. Pour eux, il faut négocier. Il n'y a pas de solution militaire. Avant d'aller, je n'ai pas de problème avec ce qui a été dit. Moi, je reviens à ce que vous m'avez posé comme question. Est-ce que le Mali peut tenir tête? Oui. La réponse est oui. Pourquoi? Parce que, de quoi s'agit-il? Si quelqu'un veut attaquer le Mali, quelqu'un va attaquer la souveraineté du Mali. Si quelqu'un va attaquer le Niger, quelqu'un va attaquer la souveraineté du Niger. Donc, si le Niger veut conserver sa souveraineté, le Niger est obligé de faire un partenariat stratégique pour défendre son territoire. Il va le faire avec qui? Avec ceux qui veulent le mettre en esclavage ou néocolonial? Non, il va le faire avec des gens qui, eux aussi, ont des problèmes avec le système de dollarisation, avec le système de l'OTAN, avec le système français, etc. etc. Est-ce que la Russie est l'amie de M. Macron? Sur le principe, il n'y a pas de problème. Ils peuvent manger ensemble. Mais au niveau des États, c'est deux mondes à part. Donc la question est de savoir pour le Mali, si je me mets dans le camp de la France, est-ce que je serai souverain? Si je me mets dans le camp de la Russie, des BRICS en général, est-ce que je serai souverain? Si vous répondez à cette question que vous serez souverain avec les BRICS, automatiquement, vous n'êtes plus le petit Mali, vous êtes le grand Mali dans un grand ensemble. Et ça, je peux vous dire que quand vous regardez la puissance commerciale aujourd'hui des BRICS, déjà aujourd'hui, avec ceux qui sont en train d'arriver, qu'on appelle le BRICS+, ils sont au-dessus du G7. Au-dessus du G7. D'accord. Alors imaginez maintenant au niveau de l'armement. Pourquoi d'ailleurs la France n'a pas choisi d'intervenir comme ils faisaient avant à Kolwezi, comme ils ont fait avec leurs mercenaires dans le temps au Bénin ou bien aux Comores? Parce que le rapport de force n'est plus tout à fait le même. Maintenant, laissez la propagande journalistique et autres. La réalité des forces, c'est que le plus petit d'entre vous, qui est dans le BRICS, de près ou de loin, ou qui a signé des accords bilatéraux, est dans un espace général. Je vais rajouter un point très important que les gens oublient souvent. Quand je dis défense du territoire, ça veut dire aussi que vous avez accès à des images satellitaires. Et donc, vous savez ce qui se passe sur votre territoire que vous voulez défendre. Pourquoi quelqu'un veut venir sur ce territoire sans demander l'autorisation? Pourquoi quelqu'un va défendre une partie du territoire pour vouloir faire une sécession sur votre territoire, alors que ça ne le regarde pas, ce sont des problèmes internes? Que ce soit au Niger, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, etc. Mais en attendant quand même, on sait que le Mali et le Burkina ne sont pas encore entrés dans le BRICS pour l'instant. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que beaucoup de pressions ont été faites sur beaucoup de pays, notamment les francophones. Un, pour ne pas rentrer dans le BRICS. Deux, pour qu'ils n'aillent même pas à la réunion du 24-28 août en Afrique du Sud des BRICS. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Des pressions de qui? On ne va pas citer les noms. Disons en gros des groupes qui sont dans les membres de l'OTAN. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le président sud-africain, Ramaphosa, a dit ceci. Moi, Ramaphosa, président noir africain, j'invite tous les chefs d'État africains. Que vous soyez membre ou pas membre, je vous invite de venir. Est-ce que vous savez que beaucoup de présidents francophones ont encore eu des pressions pour ne pas y aller? C'est pour ça que j'ai dit, on va bien compter qui va aller, qui ne va pas aller. Sauf que, si vous n'y allez pas, mais vous aurez un problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et je réponds à votre question. D'accord. C'est que les pays du BRICS actuellement, Brésil, Russie, Inde, Chine et puis l'Afrique du Sud, ont compris le jeu. Et ils ont créé ce qu'on appelle l'Alliance des BRICS. L'Alliance des BRICS. C'est-à-dire que quand vous avez un arrangement bilatéral avec eux, vous êtes en fait d'office membre, sauf que ce n'est pas écrit sur papier.
et que vous n'avez même pas besoin de l'officialiser. Mais vous aurez quasiment accès à toutes les facilités. La preuve, en bilatéral, regardez ce que le Mali reçoit, bien sûr il faut payer. Regardez ce que la Centrafrique reçoit, bien sûr il faut payer, etc. Vous voyez? Donc, que vous soyez membre sur papier, et que vous ne soyez pas membre, et que vous ayez des arrangements bilatéraux avec les BRICS, vous serez protégé, soutenu. Posez-vous la question, comment quelqu'un comme le président du Congo, Brazzaville, M. Sassou, a pris l'avion pour aller à la réunion de Russie. Du sommet russe. Et que lui-même a raconté qu'il avait beaucoup de problèmes pour arriver là-bas. Bah oui. Beaucoup de pression, les assurances ne voulaient pas. Et il a fini dans un petit avion, un petit jet qui a fait pratiquement 7 heures de vol. Il a souffert. Voilà, mais alors posez-vous la question, pourquoi? Quelles sont ces pressions qu'un président n'est pas libre d'aller où il veut pour défendre sa souveraineté? Ils l'ont dit, même Oumaro Ambalou Sissoko aussi l'a dit, ils ont vécu beaucoup de pression. Docteur, donc la dernière question. Le président de Guinée-Bissau, lui, il a sa démocratie, elle a l'air de fonctionner puisqu'il a laissé l'opposition venir au pouvoir. Mais la réalité est toujours la même. Il faut lui poser la question de la souveraineté. D'accord, docteur. Parce qu'à un moment donné, il prend des décisions. Et à un moment donné, il prend d'autres décisions. Quand vous posez la question, vous regardez la décision, on se demande exactement pour qui il travaille. Docteur, est-ce que vous comprenez la position des États-Unis et de la France au Sahel? Visiblement, ce qu'on voit, on a l'impression qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, alors que les États-Unis et la France sont des alliés. Nous savons qu'ils font tout ensemble. Alors, il y a 3 choses dans ce que vous avez dit. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait vrai. C'est 2 grandes puissances, dont une qui est très grande et une qui est de moins en moins grande. Je ne préciserai pas laquelle. La deuxième chose, vous dites qu'ils font tout ensemble, pas du tout. Rappelez-vous qu'un grand contrat de sous-marin avec l'Australie, que la France avait quasiment gagné, que tout allait démarrer, les Américains l'ont stoppé, et tout le contrat est parti aux États-Unis. Et pratiquement, comme disons, petite compensation, il n'y a pas eu grand-chose pour la France. Donc, sincèrement, là, c'est parce que la trahison, et la plupart des autorités françaises étaient très fâchées. Donc, ne dites pas que ce sont des alliés dans tous les cas de figure, ce n'est pas vrai. 3, la France, systématiquement, depuis De Gaulle, a une tendance à toujours dire qu'il est pour, et en même temps, il a sa façon de voir les choses. Et ça ne passe pas dans un monde des grands ensembles. Dans les grands ensembles, vous êtes dans un ensemble. N'oubliez pas encore que M. Macron qui a dit que l'OTAN était en mort cérébrale avancée, quelque chose comme ça. Et du coup, vous avez vu ce qui s'est passé après. Donc tout ça pour vous dire que ce n'est pas si évident que ça de parler d'alliés. Par contre, votre question, qu'est-ce qui se passe? On parle tout le temps de la France, 1500 soldats pour ce qui est du Niger là-bas. Mais est-ce que vous savez que les Américains sont là aussi? Africains, mais partout en Afrique. Ils l'ont demandé officiellement, l'Union africaine a dit non. Alors ils sont passés en bilatéral. Ils font des accords particuliers. Ils viennent sous toutes les formes. Nous, on croit que le militaire, c'est faire la guerre, mais le militaire, c'est peut-être des armes bactériologiques. Les questions se posent aujourd'hui sur le Libéria, le Sierra Leone et même la Guinée. Comment le virus Marburg, qui en fait a été transformé en Ebola, est arrivé sur nos territoires. Ce sont généralement par inoculation. Et même dans le Congo. Donc toutes ces questions-là, ne croyez pas que c'est en l'air. Ce sont des questions militaires qui ont des objectifs bien précis. Réduire les populations, faire des tests, faire des vaccins, etc. etc. Donc votre question, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, oui. 2, ils sont même des fois très contents de prendre la place de la France. Ah bon, les Américains? Pourquoi prendre la place? Ben oui, pourquoi prendre la place? C'est une très grande puissance contre une puissance moyenne de plus en plus petite. Mais si on prend la place, ça veut dire qu'on gagne plus en business. Alors la question est de savoir de quel business on parle. On parle des matières premières. Le Niger, sans mentir, doit faire à peu près en matières premières quasiment 60-70% de ce que fait la RDC. Donc pratiquement tous les minéraux possibles et inimaginables. C'est ça le problème de fond. Donc, si c'est constitué comme une réserve pour ces pays extérieurs, ça veut dire que les populations ne doivent pas en profiter. Et donc certains chefs d'État étaient là pour garder ça en réserve ou en exploiter certains. Donc j'ai posé la question dans une j'ai posé la question, est-ce que M. Macron peut nous dire quel est le prix auquel il achète l'uranium au Niger? Parce qu'il y a 2 types de contrats. Il y a un contrat d'abord où une partie, la France ne paye pas. Elle vient, elle prend, vous ne savez pas combien. Il y a une autre partie qui est donnée au Niger, mais le Niger ne peut que vendre à qui? À la France. Donc c'est un contrat gagnant-gagnant.
puisque c'est ça la façon de l'OTAN de faire du gagnant-gagnant. Vous voyez? C'est vraiment le gagnant-perdant. Donc les gens ont commencé à se dire, mais on ne peut pas aller mourir dans la Méditerranée, on ne peut pas aller dans les immigrations, on ne peut pas aller ne pas trouver du boulot, on ne peut pas rentrer chez nous et encore être étranger chez nous. Les gens disent, bon, on va aller chercher nos richesses et les transformer. Et c'est là où ça commence à poser problème. Donc il y a certains chefs d'État qui ont choisi de défendre les intérêts étrangers, et certains chefs d'État qui disent, mais écoutez, il faut qu'on avance, qu'on change. Je vous rappelle, personne n'en parle, mais le président du Cap-Vert a été très clair. A été très clair. On ne fait pas des choses comme ça. Vous voyez? Donc, sur votre question de fond, oui, les États-Unis ont une position complètement différente. Et je ne veux pas garantir, mais vous savez, les États-Unis, ils ne sont intéressés que par leurs intérêts, à eux. America First. Si America First signifie qu'ils vont accéder au pétrole, à pas mal de métaux rares, et surtout à l'uranium, et que ça peut en plus gêner la France, parce que c'est un élément stratégique pour la France. Les gens risquent d'avoir froid au mois de janvier, février, mars en France, surtout si les centrales sont en panne, et qu'en plus l'uranium n'arrive pas, ou arrive à un prix où la France doit payer, elle est déjà très endettée. Vous voyez le problème de fond. Donc, ce n'est pas aussi évident. Et puis les Américains sont eux-mêmes endettés jusqu'au cou. C'est pour ça que les images satellitaires dont je parlais tout à l'heure, M. Trump à l'époque avait demandé qu'on paye au Mali. C'est parce qu'on n'a pas payé que, mais écoutez, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné pour la France, essentiellement. Et dans l'OTAN, une association encore, en principe, on vous le donnait, entre guillemets, gratuitement. M. Trump a changé les règles, vous devez payer maintenant. Alors pourquoi le Mali, qui veut avoir les informations satellitaires, doit aller là-bas où on ne lui donne aucune information? On lui dit que son sous-sol est vide. On dit au Niger que le sous-sol est vide. Alors on va regarder sur les images satellitaires russes ou chinois, on dit mais c'est pas possible. On est assis sur de l'or, on est assis sur ceci, on est assis sur toutes les richesses possibles et inimaginables. Idem en Centrafrique. Mais vous changez de fournisseur d'images satellitaires. Vous voyez? Et donc, si les Américains ont compris que sur le moyen long terme, ça n'a aucun sens d'aller se mettre contre un régime qui va s'opposer, qui va vendre à la Russie, à la Chine et d'autres, et que eux n'auront rien du tout, ils préfèrent se mettre dans la position en disant, écoutez, on va trouver un arrangement quelconque, mais pourvu que nous ne perdons pas nos matières premières. Donc vous voyez, les Américains ne sont pas dans une logique de démocratie, ils sont dans une logique de souveraineté. Si la souveraineté leur permet d'accéder à leurs matières premières à eux, ils lâcheront la France. Et je me demande même si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez le voir parce que les matières premières sont tellement importantes qu'ils risquent même de penser mettre soit un bureau, soit carrément une ambassade américaine au Niger avec le régime qui est là actuellement. D'accord. Effectivement, on a appris qu'il y a la nouvelle ambassadrice qui doit y aller, qui avait été déjà, sa nomination avait été validée par le Sénat américain le 27 passé. Mais juste pour finir, alors si les États-Unis ne sont pas pour cette guerre-là et que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine n'est pas trop pour aussi, le Tchad qui est pays voisin ne veut pas, l'Algérie aussi qui est voisin au Niger ne veut pas aussi. Alors est-ce que cette guerre finalement elle est possible? Vous avez donné la réponse dans votre question. Oui, mais vous avez oublié de finir votre question. Si tout le monde est contre, si tout le monde est contre, vous savez que même la conférence des évêques au Togo a dit qu'ils sont contre. C'est que tout le monde est contre. Bah oui, mais sauf. Allons au Nigeria, parce que c'est le Nigeria qui a dit, c'est le Nigeria qui a lancé tout ça avec Alassane Ouattara. Bah oui. N'oubliez jamais qu'Alassane Ouattara, comment? Oui, eux ils sont pas contre. Tinubu n'est pas contre. Tinubu il voulait y aller et dernièrement il a fait marche arrière. Doucement. Je vous ai dit que les chefs d'État africains mettent la charrue avant les bœufs. Il a lancé sa charrue et il n'avait pas les bœufs. Donc aujourd'hui, la position de Tinubu n'est pas celle que vous dites. Attention, les Aoussa du Nord, les gouverneurs du Nord, vous savez, il y a un très très grand marché entre le Niger et puis le Nigeria. La guerre veut dire qu'il n'y a plus de marché, qu'on ne va rien acheter, qu'on ne va rien vendre. Et ça fait des siècles, la frontière là-bas, tout le monde s'en fout, pour dire la vérité. Tout le monde s'en fout, la frontière qui a été tracée par les colons. Tout le monde fait son business. Donc, comment quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe là-bas va venir interdire cela? Donc, ça va continuer. Donc, la réalité, c'est que les gens là-bas vont s'opposer à Tinubu directement. D'ailleurs, les parlementaires nigérians ont été très clairs là-dessus, très très clairs. Et n'oubliez pas, le Nigeria, c'est une fédération. C'est eux qui décident. Lui, il est plus ou moins une sorte de représentation de l'ensemble du pays, mais la décision vient des gouverneurs. Et si plusieurs gouverneurs ne sont pas d'accord, surtout ceux qui sont concernés, je ne vois pas comment vous allez faire la guerre. Donc Tinubu va s'aligner sur la position, d'abord, de tout ce que vous venez de dire qu'ils sont contre, plus dans son propre pays. Et attention, c'est un pays où ils sont nerveux. Si jamais ça doit prendre l'argent
du Nigeria, dont ils ont besoin pour aller faire cette guerre, alors qu'il y a plein de problèmes, et qui vient de supprimer les subventions qui ont fait soi-disant rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Si c'est pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État en supprimant les subventions, où les bébés meurent dans les hôpitaux pour aller faire la guerre au Niger, je vous assure que s'il ne fait pas attention, il peut avoir un coup d'État au Nigeria. Gowon, un ancien président, l'a subi. Et lui, il s'est éclipsé. Donc faites attention, la géopolitique c'est très compliqué, ça bouge très vite, ça bouge très très vite. Donc moi je pense qu'on va assister à un véritable rétropédalage. Les chefs d'État vont aller chercher des chevaux, des bœufs, ils vont vérifier qu'ils ont bien mangé, et ils vont commencer à aller chercher des petites charrues pour pouvoir les traîner. Et ça c'est la diplomatie. D'accord, Dr Yves Ekwe Amaezo. Merci beaucoup pour avoir accepté cette émission avec nous. Et on aimerait, par la même occasion, savoir si bientôt, parce que bientôt il y a le sommet des BRICS, on aimerait savoir si à l'occasion on pourra faire une émission avec vous pour nous parler. Il n'y a aucun problème, puisque je me suis un peu spécialisé sur ce qu'ils font. Donc aucun souci, soit avant, soit pendant, soit après, comme vous le souhaitez. D'accord, docteur, merci beaucoup. Muso dembe muso sige. Ka sige. Karo kononton. Aye debela. Oyato badwabu abe mogomina katime fadwabuka. Pendant 5 siècles, l'Occident a dominé le monde. C'est fini. Rappelez-vous, et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Dans 20 ans, dans 30 ans, le Mali ne sera plus un pays francophone. Il sera difficile pour la France d'imposer au Mali quelque solution de partition. La France défend ses intérêts, nous défendons le nôtre. Il faut que nous changions complètement de façon de gérer. Chacun doit jouer sa partition. Oui, cette partition patriotique. Ce n'est pas la puissance du feu seulement qui peut gagner, mais c'est la puissance aussi des idées. Aujourd'hui, les colonels qui sont à Bamako, ils ne sont pas au front. Est-ce que ça, c'est la France? C'est l'ensemble de ces actes et de ces paroles qui constituent notre émission Sujet d'actualité. Que ce que nous attendons de la France, qu'elle puisse avoir une attitude constructive. Vous entendez, les Africains ne peuvent rien sans l'Europe, sans la France. Ça fait 2 ans qu'on tient debout. Les Africains sont en train de nous échapper complètement. Et ils vont du côté des Russes. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Sujet d'actualité en toute impartialité avec Iboussi. Oui, c'est sur la page InfoSource. Qu'Allah aide et bénisse le Mali. Je n'ai jamais désespéré de mon pays, mais il y a encore parmi nous des patriotes. Ces patriotes-là, ils vont les faire sortir pour mettre le Mali sur ses jambes.